Plaisir de m'entretenir avec Luc Lavoie, qui est chroniqueur analyste politique ici à Cube Radio. Bonjour Luc. Bonjour. Tu voulais revenir avec nous sur le discours de Joe Biden qui s'en vient ce soir, bien évidemment. Une grande annonce à la nation dans le bureau ovale, en direct, retransmise sur tous les écrans de télévision et tous les moyens possibles et impossibles aux États-Unis. Lui qui revient d'une mission importante, plus d'une autre mission qu'il va devoir accomplir, celle d'unir un peu les gens des États-Unis derrière lui pour des conflits internationaux qui risquent de perdurer. Là. C'est un pari qui est loin d'être gagné d'avance, parce que avant de rentrer dans le sujet lui-même, je te souligne qu'il vient de sortir un sondage de Bloomberg et qu'il descend dans les sondages. C'est même assez étonnant, ce qu'on appelle les États clés. On connaît le système du collège électoral américain. Alors, il descend dans ce qu'on appelle de key swing states, là, les États pivots. Hein? Les États pivots, hein, c'est une bonne façon de l'appeler. Alors, il s'en va devant les Américains pour dire, voici, je vais vous expliquer pourquoi les conflits qui ont cours présentement en Israël et en Ukraine sont très importants pour nous, Américains. Et il veut essayer de faire un lien entre ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Israël. Il veut surtout avoir l'air d'un décideur. Il veut avoir l'air d'un chef de guerre. Mais je trouve que le pari est tellement énorme que je suis pas sûr de comprendre pourquoi il va si loin. Après tout, sa visite en Israël, il a été environ 4 heures sur le sol israélien. Il devait se rendre à Amman, en Jordanie, pour rencontrer le président de l'Égypte, le président de l'autorité palestinienne et le roi de Jordanie, pour au moins transmettre l'image de quelqu'un qui parle aux deux côtés. Bon, ça a été annulé à cause du bombardement d'un hôpital. Il est donc ressorti de son voyage en Israël sans qu'il y ait eu de gaffe. Je dirais même avec une sorte de... C'était pas un discours, c'était plutôt une déclaration qu'il a faite, qui peut-être 10-12 minutes, qui était franchement bien écrite, bien faite. Mais il est revenu de là, puis il a dit... Il était à bord de l'avion où il y a toujours un pool de journalistes, un nombre restreint de journalistes qui sont à bord d'Air Force One. Puis il est allé leur dire, j'étais allé là pour obtenir que le corridor humanitaire s'ouvre, puis qu'on puisse aider les gens, les civils. Puis je l'ai obtenu. Bon... Parfait. C'est juste que le problème, c'est que si tout va merveilleusement bien, ça se pourrait que le premier camion traverse demain. Ouais. Puis les camions, ils sont stationnés par centaines à l'entrée, à la porte qu'on appelle Rafah, qui est l'entrée de l'Égypte vers la bande de Gaza. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que... Bon. Ensuite, on dit, et c'est un de ses porte-paroles, enfin, il y a quelqu'un qu'il allait demander au Congrès 100 milliards de dollars supplémentaires, 100 milliards qui seraient divisés entre la guerre en Ukraine et la guerre en Israël. Je dois te dire que je commence à ne plus comprendre. Là. 100 milliards, tu sais, on parle de 100 milliards comme si c'était un coup de doigt, là, clac, ouais. 100 milliards, un petit 100 milliards. Puis il a été chercher 2 fois, depuis qu'il a été élu président, des montants faramineux de 5 000 milliards pour des infrastructures. Mais le problème avec ça, c'est que la dette américaine est rendue tellement grosse qu'à un moment donné, ça va exploser, ça peut plus durer. On dirait la fin de l'Empire romain, quand les Romains, à la fin, n'étaient plus capables de suffire à la tâche, d'administrer correctement leur empire, de maintenir leur armée, et ils dépensaient, jusqu'à temps que tout ça s'effondre comme un château de cartes. Ça s'effondrera pas en quelques mois, mais je trouve que c'est un drôle de pari que d'aller dire, moi, je suis un chef de guerre, puis je vais aller chercher 100 milliards, puis on va faire ci. Puis... Et d'autant plus que je me demande quelle lecture lui et ses conseillers font de l'état de l'opinion publique aux États-Unis, mais c'est clair qu'il y a un vent d'isolationnisme qui est un courant qu'on a vu dans l'histoire des États-Unis à plus d'une reprise. Des gens qui disent, écoute, si tu regardes notre histoire, on a quitté nos vieux pays pour s'en venir en Amérique parce qu'on voulait plus avoir affaire à ce monde de guerre nationaliste entre les États européens.
Et là, on veut plus s'occuper de l'Ukraine. On veut plus s'occuper de ça. Et ça, c'est assez répandu dans l'opinion publique. Et Israël, autrefois, on pouvait dire, les Américains ont un besoin vital de protéger Israël qui, en échange, devient la tête, de la présence américaine dans la région. Puis c'était important, la région, parce que les Américains avaient besoin du pétrole. C'était même vital pour eux. Oui. Mais ce n'allait plus. Les Américains sont autosuffisants en pétrole. Ils n'ont plus de raison autre que une soi-disant vision morale de la société, mais même à ça, ils n'ont pas trop de leçons à donner après la guerre en Irak qui avait été déclenchée sur un mensonge. Ce qui est peut-être intéressant dans cette enveloppe-là, Luc, également, c'est qu'on essaie peut-être, là, c'est un coup de dé, coup de poker peut-être, d'aller chercher l'appui des républicains au travers de tout ça, parce que le 100 milliards, c'est Ukraine, c'est Israël, mais sont aussi mentionnés, si je ne m'abuse, Taïwan et la frontière sud avec le Mexique, qui sont de ces deux côtés-là, le géant chinois et le Mexique, des préoccupations républicaines. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le mentionner. Taïwan... Écoute, l'armée américaine, présentement, là, des groupes aéronavals, c'est-à-dire un porte-avions avec 90 avions de combat puis 25 navires qui l'entourent quand ils se déplacent, il y en a 15 dans l'arsenal américain de ces groupes aéronavals. En soi, c'est incroyable qu'il y en ait 15, mais il y en a les deux plus gros qui sont déployés en Israël. Il y en a un autre qui se tient, sans trop faire de bruit, mais qui est là, justement, au cas où ça tourne mal en Ukraine. Il y en a... Et à un point donné, où il va les prendre, les forces, et comment... J'ai hâte d'entendre son discours. Il est entouré de gens très intelligents, je le pense vraiment. Jake Sullivan, son National Security Advisor, et Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État, sont des gars très forts, d'après moi. Je les ai vus en entrevue et tout. Ils vont probablement pondre un discours qui va m'étonner. Alors, je ne le manquerai pas. Si ces choses-là vous intéressent, essayez de l'écouter. C'est à 20h ce soir. Ça devrait être un discours presque historique, dans ce sens que ça passe ou ça casse. Oui, ça va être important de bien le suivre. Et on aura l'occasion d'y revenir ensemble dans le prochain épisode. Luc Lavoie, merci beaucoup d'avoir été là. Salut. Émotionnel